Merci d'être venu en si grand nombre malgré la température extérieure qui est si agréable. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous sont déjà au balcon, et tant mieux. Aujourd'hui, c'est Christine Bombardier-Copopé qui va présenter le Paint of Science du CRMR et du réseau MRQ. Donc, elle va nous présenter un projet sur lequel elle travaille en tant que professionnelle de recherche. C'est sur les plantations et l'amélioration génétique. Donc, Christine, je te laisse la parole. Parfait, ben merci Claude. Alors, quand même bien introduit là, mon projet. En fait, c'est un projet qui fait partie de la grande initiative pan-canadienne Spruce Up, qui est menée par Jean Bousquet de l'Université Laval, la faculté, puis également un autre prof, je ne me rappelle plus de son nom, qui est à UBC. Donc, c'est vraiment comme un grand projet là, qui est financé par Génome Canada. Puis là, moi, mon projet que là, je vous parle aujourd'hui, ben, c'est Nancy Gélina là, qui le dirige avec Alexis, puis également Patrick Lenz et Isabelle Duchesne du Centre canadien sur la fibre de bois qui sont impliqués, puis Vincent Charbernard, qui là, il est rendu chez FP Innovation, puis c'est lui au départ qui avait commencé le projet, puis j'ai pris le relais. Alors, petite mise en contexte, le reboisement, c'est un traitement sylvicole qui est vraiment très important à l'échelle du Canada et au Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, bien, un traitement sylvicole, en fait, c'est une intervention qu'on va faire dans un peuplement forestier. L'objectif, c'est de diriger son développement. Donc, notre territoire, nous, vous le savez probablement déjà, est vraiment fortement dominé par les forêts. On a plus de 760 000 km² de forêt au Québec, puis à peu près, bien, il y a moins d'1% qui est récolté annuellement. Il n'y a pas de déforestation qui se font dans les forêts publiques québécoises. Puis, juste pour votre information, là, c'est à peu près 90% du territoire forestier qui est sous juridiction publique. Puis, lorsqu'on plante des arbres ici, ben, c'est pour régénérer la forêt là où ça ne se régénère pas naturellement ou pour reboiser des milieux urbains ou semi-urbains. Puis, normalement, où ça ne se régénère pas naturellement, c'est à peu près 20% des cas. Alors, chaque année, il y a environ 500 millions d'arbres qui sont plantés au Canada. Ça équivaut à 400 000 hectares de forêt replantés au Canada. Puis ça, c'est à peu près le quart que c'est au Québec. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, là, la superficie qui est plantée, c'est à peu près l'équivalent de l'État du Rhode Island aux États-Unis, ou bien 2 fois le centre du Québec. La plupart des semis qui sont plantés sont issus des programmes d'amélioration génétique. Donc là, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Les programmes d'amélioration génétique, ça a été mis en place par les provinces pour pouvoir déployer du matériel qui était plus performant pour le reboisement. En gros, la technique de sélection génomique, c'est un mélange de biologie, de génomique puis d'informatique. Ça permet d'étudier l'ADN des organismes vivants, donc d'avoir de l'information génétique. C'est une technique à peu près 10 ans d'expérience, puis ça a été d'abord utilisé pour l'élevage bovin. Puis là, maintenant, lorsqu'on l'applique à la foresterie, c'est une méthode qui va nous permettre de sélectionner les arbres qui ont les caractéristiques désirées ou les traits qu'on dit, là, vraiment dans le langage, le jargon. Puis, on se base sur, c'est basé sur des marqueurs génétiques. Donc là, on va pouvoir sélectionner vraiment les traits comme la forme de l'arbre, avoir vraiment un beau fût, un bel arbre droit, des arbres qui vont avoir une croissance rapide, des arbres qui vont être résistants, par exemple, au changement climatique, donc à la sécheresse, par exemple, ou encore à des insectes envahisseurs, des arbres qui vont avoir une bonne qualité mécanique ou bien une bonne qualité de la fibre. Donc ça, c'est des exemples. Je vais revenir sur ces concepts. C'est une technique là, qui a comme révolutionné, là, on pourrait dire, l'amélioration génétique parce que ça a raccourci les cycles d'amélioration de environ 30 ans à 10 ans. Donc là, tu sais, on sélectionne les arbres, on les croise, puis ensuite, il faut comme évaluer quels seront les effets dans le temps. Mais là, c'est cette période-là, finalement, d'évaluation qui a été vraiment raccourcie grâce à la sélection génomique. Parce que là, au lieu de devoir attendre que l'arbre pousse, bien, on peut aller vérifier en laboratoire en vérifiant l'ADN des arbres. Donc, évidemment, ça a permis d'augmenter le rendement des forêts. Ça signifie qu'on a besoin de moins de superficie forestière pour pouvoir atteindre nos cibles de récolte. Ça permet de réduire les pertes. On peut imaginer que si on a un arbre qui est plus résistant aux insectes ravageurs, par exemple la tordeuse des bourgeons d'épinette qui est bien connue, qui en passant s'attaque surtout aux sapins, on va pouvoir planter ces arbres-là dans des zones de vulnérabilité. Puis, finalement, ça nous amène vers une meilleure durabilité, un aménagement plus durable de nos forêts. De ces 500 millions de semis plantés au Canada, à peu près la moitié sont des épinettes.
Puis, pourquoi autant d'épinettes? Bien là, on le sait qu'il y a vraiment, ben, en fait, vous ne savez peut-être pas tous, là, mais il y a vraiment beaucoup d'épinettes au Québec, sur le territoire québécois. Donc, entre autres, parce qu'on plante ce qui est déjà présent. Puis aussi, bien, il y a beaucoup de produits qui sont importants pour l'industrie forestière. Tous les produits de bois massif, donc des bois destinés à la construction, du bois d'ingénierie, les produits de pâte et papier. Puis dans une plus petite mesure, les bioproduits, donc tout ce qui est de l'industrie, de la chimie puis de l'énergie verte. Bien, on peut faire ça avec de l'épinette. On peut penser aux huiles essentielles, d'épinettes que j'ai mis une petite image. Puis pour le bois d'ingénierie, j'ai mis un exemple de bois lamellé croisé là, qui est sur nordique. Là. Puis, pour le bois de construction puis le bois d'ingénierie, bien, vous vous douterez que les propriétés mécaniques sont vraiment importantes parce que, justement, c'est des structures qui vont devoir être solides. Puis, pour les pâtes et papiers, bien là, ça va être plus au niveau de la qualité de la fibre de bois qui va être importante. Je vais vous mettre quelques petites notions théoriques. Là. Quand je parle de propriétés mécaniques, bien moi, ce que je me suis intéressée pour mon projet, c'est le module d'élasticité qu'on appelle le MOE. Donc, retenez ça parce que je vais le dire pas mal MOE d'ici la fin de la présentation. En gros, c'est la résistance d'un objet ou d'une substance à se déformer élastiquement. Donc, ça veut dire que ça va reprendre sa forme, ça ne va pas être déformé de manière permanente. Puis, lorsqu'une contrainte lui est appliquée, une contrainte, c'est la force divisée par la surface sur laquelle elle est appliquée. Donc, c'est une propriété qui est très, très importante pour le bois de construction qui subit des contraintes de tous les bords, de tous côtés. Traditionnellement, l'amélioration génétique visait surtout à produire des arbres qui poussaient vite et qui poussaient droit. Sauf que là, avec le temps, il y a eu une volonté d'inclure des propriétés du bois dans le programme d'amélioration génétique pour pouvoir conjuguer volume et qualité. Sauf que incorporer les propriétés du bois, bien, ça veut dire qu'il faut tester mécaniquement les bouts de bois, puis donc ça, c'est long et coûteux. Alors, il faut que ces efforts-là soient justifiés par un gain économique dans un délai raisonnable. Alors là, c'est là que je vous amène à ma question de recherche. Alors, pour bien répondre aux besoins du marché, c'est quoi? On voulait comprendre quels étaient les impacts des différents scénarios de sélection sur la qualité et la valeur du panier de produits. Donc, nous, on avait 3 scénarios. D'abord, un premier scénario, que c'était des vergers à graines de seconde génération. Je vais vous expliquer. Dans le fond, là, un verger à graines de première génération, c'est que là, les améliorateurs, ou en tout cas les personnes qui vont faire ça, vont aller en forêt, sélectionner des arbres des arbres plus, donc qui présentent les caractéristiques souhaitées. Puis là, ils vont aller chercher soit les graines, soit des greffes, quand c'est une espèce que la maturité sexuelle est plus tardive, puis on veut comme raccourcir ça. Fait que là, soit graines, soit des greffes. Puis là, après, ils ont planté ça. Ça a fait comme des premières générations de vergers. Puis là, ensuite, seconde génération, c'est que là, parmi ces plantations-là, on est allé chercher encore une fois les top, fait que les arbres élites, ceux qui ont vraiment une supériorité génétique. Puis là, on les a recroisés ensemble, encore une fois, des graines ou des greffes. Puis ils ont servi à constituer les vergers de seconde génération. Donc là, on a des arbres qui proviennent de vergers de seconde génération. Ensuite, on a des arbres qui ont été sélectionnés génétiquement, donc c'est la technique que je vous expliquais tantôt, pour la hauteur, puis des arbres qui ont été sélectionnés génétiquement pour le module d'élasticité ou MOE. Puis les gains génétiques que je vous ai mis à droite là, de mon graphique, c'est que pour chacun des scénarios de modélisation, bien, le Centre canadien sur la fibre de bois ont pu comme calculer c'était quoi les gains en hauteur puis les gains en MOE pour chacun des vergers. Fait que même si c'est sélectionné pour la hauteur, il y a quand même des gains corrélés en MOE. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vous les ai écrits. Donc, on voit que le verger à graines, c'est un peu plus faible. Gain en hauteur, quand même de 8 gain en MOE de 1. Quand on sélectionne pour la hauteur, bien là, on a jusqu'à 25 de gain en hauteur, 4 en MOE. Puis pour ceux en MOE, on avait quand même un gain en hauteur de 10 qui est quand même non négligeable. Puis là, le gain en MOE était de 75 sauf que là, il y a eu une petite réserve par rapport à ce chiffre-là que les gens trouvaient très élevé. Alors, on a décidé d'opter pour une analyse de sensibilité à la place. Et que là, je vais vous expliquer ma méthodologie vraiment là, de façon succincte là, parce que c'était quand même beaucoup d'étapes, c'est assez lourd. Puis si jamais vous avez des questions, ben, j'ai comme gardé mes slides puis je pourrais vous l'expliquer. Mais c'était 6 étapes. Donc, c'était des modèles là, qui étaient soit déjà présents, existants dans la littérature ou nous autres, on a fait des modélisations aussi.
qui nous ont permis de simuler les caractéristiques des plantations, des arbres et des produits qui en découlaient, dont leur qualité. Et les gains génétiques en hauteur et en MOE ont été intégrés là, dans ces étapes-là. Puis, j'avais également d'autres variables qu'on faisait varier, là, des indices de qualité de station. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu un indice de qualité du sol. Une station, c'est comme le sol, c'est l'endroit où ça pousse, là, le sol. Fait que c'est comme si plus le chiffre est élevé, meilleure va être la croissance sur ces sites-là. Puis les âges de révolution, ben, c'est le temps avant qu'on ait coupé la plantation. Donc, j'avais 2 âges de révolution à 40 ans et 60 ans. Alors, j'ai vraiment passé d'étapes. Au départ, j'avais des caractéristiques plus pour ma plantation. Donc, à grande échelle, là, genre le volume total de bois, les diamètres moyens de mes arbres. Là. Puis, ensuite, je suis passée à une échelle plus fine, donc à une échelle de l'arbre, parce que là, j'ai pu savoir combien j'avais d'arbres par classe de diamètre, puis quelle hauteur il y avait pour une classe de diamètre donnée. Puis ensuite, j'ai pu aller modéliser les produits qui en découlaient pour chacun de ces arbres-là en fonction de ces scénarios-là. Classement de qualité, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est ça, je ne l'ai pas encore défini. Et là, on a comme il y a 2 façons de classer le bois. D'abord, puis ça, c'est 2 façons qui sont normées là, selon les règles de classification pour le bois d'œuvre canadien. Je vous ai mis la photo du guide là en haut à droite. D'abord, une classification qui est visuelle. Donc, ça va être basé principalement sur les défauts qui se retrouvent sur les faces du bois. Là. Par exemple, les nœuds, les poches de résine, les fentes, caries, trous d'insectes, défauts de sciage. Puis, nous, on les a regroupés là, en 3 groupes. Donc, Select Scriptural, qui est comme le top, pas de défauts, c'est vraiment beau. Ensuite, numéro 2 est meilleur. Fait que c'est numéro 2, numéro 1. Fait que là, c'est un petit peu comme des défauts, mais ça a quand même encore une très bonne valeur. Là, c'est quasi l'équivalent du Select Scriptural. Puis ensuite, numéro 3, économie, là, c'est plus le bois de palette, là, puis du bois un petit peu moins intéressant, mais un petit peu moins de qualité visuelle. Ensuite, on a le bois MSR. Donc ça, pour ceux que ça leur parle, nous autres, on a seulement modélisé les 1650 FP et plus, donc ceux qui ont vraiment une valeur sur le marché canadien. Gorgée de vin. Ça, c'est du bois qui est classé par contrainte mécanique au lieu d'indicateurs visuels. Donc, ça veut dire que c'est testé mécaniquement. Donc, on peut se douter que c'est un bois qui va coûter plus cher à produire puis qui va coûter plus cher à acheter, mais qui offre des produits qui offrent vraiment des degrés de résistance qui sont connus. Surtout, je sais pas si c'est sinon, c'est utilisé surtout pour du bois d'ingénierie. C'est ça, comme je disais tantôt, ce bois-là va servir beaucoup pour tout ce qui est structure, ingénierie. J'ai mis une photo là, d'une ferme qui est en fait une structure de toit. Je ne savais pas avant de faire la présentation. Des poutres, des panneaux. Donc, on se doute que c'est très important les propriétés du bois pour ces constructions-là. Alors, les résultats de nos modélisations, bien, sans surprise, les plantations du scénario de sélection génomique pour la hauteur bien ont mieux performé parce en croissance en diamètre, sont sélectionnés pour ça. Donc, il y avait des gains de 10 en DHP. Une croissance en DHP, c'est le diamètre à hauteur de poitrine, donc en diamètre, là, finalement, qui était 11 plus élevé. Hauteur, 10 plus élevé. Les 2 autres scénarios, donc le verger à graines puis la sélection génomique pour le MOE, ont performé pas mal de façon équivalente là, pour ce qui est de ces 2 croissances-là. Ensuite, lorsqu'on s'attarde au panier de produits, là, ici, c'est mon graphique, en fait, à l'axe des Y. Comme ça, j'ai le volume de bois. C'est en méga, pieds mesure de planche. Donc, ça, c'est par hectare. Fait que ça, c'est comme c'est ce qu'on utilise pour quantifier le bois. Puis sinon, à l'axe des X, c'est les produits qui en découlent. Donc, des 1 par 3, 1 par 4, 2 par 4, 2 par 6, etc. Puis mes 3 couleurs, c'est mes 3 scénarios. Pour 40 ans, en haut, c'est ma révolution de 40 ans. En bas, ma révolution de 60 ans. Puis, ben là, évidemment, encore une fois, pour les raisons de croissance que je viens de vous présenter, ben, il y a eu plus de produits avec la sélection génomique pour la hauteur, parce qu'évidemment, meilleure croissance, plus de produits.
Puis les écarts s'observent surtout autour des 2 par 6 par 16. Puis c'est ce même produit-là qui augmente vraiment plus si on laisse pousser le peuplement jusqu'à 60 ans au lieu de 40 ans. Donc c'est quand même 24 de plus de produits, ce qui est quand même non négligeable. Ensuite, là, c'est un petit peu plus lourd, ces graphiques-là. C'est mes bois MSR. Je voulais vous le laisser juste pour que vous voyez la tendance, comment les courbes là, évoluent. C'est que là, vous vous rappelez, même si, mettons, mon verger à graines, bien, mon verger à graines, il y avait des gains en MOE, des gains en, en hauteur. Puis là, mon gain en MOE était de 1 Ensuite, pour le hauteur, mon gain en MOE était de 4 Puis là, on voit finalement que pour un diamètre de 20 cm, un arbre aura. Oh, pourquoi ce que j'ai écrit là? Mais même à 4 donc pour mon scénario qui est sélectionné pour la hauteur, j'ai à peu près 10 de chance de plus d'avoir du bois MSR, donc du meilleur bois de qualité, qu'un verger à graines. Puis là, ça, avec les sensibilités qu'on a faites juste après, bien là, on voit que ça augmente quand même assez rapidement. Puis là, là, j'ai pas de 25 parce que le modèle ne convergeait pas à cet endroit-là. Je vais réessayer entre, mais le point de convergence, là, bien, le point où ce que la courbe vraiment changeait, là, c'est entre 25 et 35 Fait que là, si on est capable d'aller chercher 25 35 de gains génétiques en propriété du bois, en MOE, en module d'élasticité, bien là, on peut vraiment faire du bois MSR, là, finalement. Comme quasi, rendu à 45 c'est 91 de mon bois qui est MSR pour un diamètre de 30. Puis, pour ce qui est des grades visuels, là, j'avais aucun modèle, c'est comme un petit peu la métaux en même temps, j'avais aucun modèle qui prédisait bien le grade visuel. Parce que en fait, l'épinette blanche, elle, c'est surtout déclassé pour la pourriture, les trous d'insectes, les défauts de sillage. Puis moi, j'avais aucune variable qui était associée à ces défauts-là. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les proportions de classement visuel d'un autre jeu de données, qui est celui d'Isabelle Chêne, là, puis qui est constitué de plantation d'épinettes blanches améliorées. Donc, c'est peut-être plus l'équivalent d'un scénario de verger à graines. Donc, c'est des proportions quand même conservatrices. Puis, on voit qu'on a quand même 88 qui va être classé numéro 2 et meilleur. Puis là, les variations en fonction du scénario, ben, c'est vraiment seulement en fonction du volume de bois qui était produit dans mes paniers de produits tantôt que là, je vous ai présenté. Fait que ce que je voulais vraiment que vous reteniez avec cette figure-là, c'est qu'en plantation, on produit quand même du bois d'excellente qualité visuelle. Là. Alors, selon nos scénarios, on a, comme je vous ai dit, là, mon scénario de sélection génomique pour la hauteur, c'est lui qui a mieux performé pour ce qui est croissance diamétrale, croissance en hauteur, volume de produits de bois. Puis ensuite, quand on sélectionne pour le MOE, là, on sait qu'à partir de 15 à peu près une planche sur 2 qui va être MSR. Puis là, au-dessus de 35 bien là, on fait du bois MSR. Fait que là, c'est sûr peut-être que vous vous attendiez à ce que je vous donne la réponse aujourd'hui. Malheureusement, non. Mais parce que là, c'est les prochaines étapes, c'est ça. Fait que là, il faut que je réunisse, comme j'ai écrit, tous les morceaux du casse-tête. Donc là, mes volumes de bois, mes proportions de grade visuel MSR avec les prix. Puis après, on va pouvoir faire une analyse économique avec actualisation des coûts. Puis là, on va pouvoir évaluer si les gains en bois MSR des scénarios de sélection génomique pour les propriétés du bois, c'est mieux que lorsqu'on sélectionne pour la hauteur. Que j'ai quand même des gains corrélés de 4 puis ça m'augmentait quand même de 10 ma chance d'avoir un MSR. Alors, merci de votre attention. Puis, je vais terminer avec une citation de Jean Bousquet qui a été publiée dans un des dossiers de la Presse Plus. C'est au sujet du projet Fast Track, là, un autre projet qu'il a mené. Alors, les gènes sont comme des meubles dans une maison. Ils ne prennent pas beaucoup de place par rapport au volume total, mais ô combien ils sont importants.